Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinoxois. Je suis Serge Alain Autou pour le décryptage quotidien de l'actualité. Deux projets de loi déposés sur la table des députés la semaine dernière portant sur la modification du code électoral ainsi que le nombre, la proportion et le régime des indemnités des conseillers régionaux sonnaient comme l'avant-dernière porte avant celle de la convocation du collège électoral pour les régionales prévues avant fin 2019. En analyse des projets de loi en examen au Parlement, certains s'accordent à relever que le nombre de conseillers régionaux, 900 au total, est excessif et que leur répartition ne devrait pas se faire sur la base égalitaire, car toutes les régions n'ont pas le même poids démographique. Sur un tout autre plan se pose le problème de la préséance dans le calendrier électoral 2019. La présidentielle 2018 ayant permis une redistribution de nouvelles cartes sur le landerneau politique camerounais. Beaucoup s'accordent à croire qu'il eût été logique de boucler le calendrier électoral pour cette année 2019 par les régionales, ce qui visiblement ne semble pas être le cas. Régional 2019, un scrutin à problème, madame, monsieur, c'est le fait du jour. Régional 2019, un scrutin à problème. Pour en parler ce soir, je suis en plateau avec Valérie Mandengue. Bonsoir. Bonsoir Serge Autou, bonsoir aux copanélistes et bonsoir à l'ensemble des millions de téléspectateurs qui nous suivent. Je vais commencer déjà en adressant mes sincères condoléances à la famille du maire de Douala Premier qui est décédé hier. C'était un homme courtois, c'était un homme courageux. C'est un homme politique, oui, adjoint au maire. Ouais. C'est un homme politique, comme on dit. Monsieur Lotine Samé. Donc, une fois de plus, encore, sincère condoléances à sa famille. Ok. Merci. En face de vous, Maître Roland Djéhou, bonsoir. Bonsoir Serge Alain Autou, bonsoir à mes copanélistes et bonsoir à nos millions de téléspectateurs sur Equinox TV. J'ai été frappé ce jour par un drame qui a endeuillé la communauté éducative de manière générale. Ouais. Ce crime qui s'est déroulé au lycée bilingue de Deido. Et donc j'aimerais adresser à mon tour toutes mes condoléances aux familles, à la famille durement éprouvée et à la communauté éducative nationale tout entière. Ok. En face de vous, Maître Georges Tegan, bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir fidèles téléspectateurs d'Equinoxois, bonsoir mes copanélistes. Et à mon tour, je voudrais adresser mes sincères condoléances à toutes les personnes qui sont éplorées par les deux événements précités. Ok. Voilà, bienvenue. Une fois de plus, Maître Tegam, je commence avec vous. Il y a les projets de loi qui ont été déposés la semaine dernière à l'Assemblée nationale. 900 au total. Conseillers régionaux. Mais le nombre fait débat. Il y a surtout le fait que beaucoup pensent que la région, on prend le cas de la région du centre qui est la plus peuplée, 90 conseillers régionaux contre 90. C'est un exemple aussi, hein, la région du sud qui n'a pas autant, qui n'a pas le même poids démographique, ça pose quand même problème. Beaucoup auraient souhaité qu'on fasse à peu près comme pour ce qui est des municipales. Vous avez souvent cité la France, Maître Tegam. Déjà, en France, comment ça se passe? Déjà, je vais saluer cette initiative du gouvernement de la République qui parachève ainsi l'édification la construction de notre édifice institutionnel. Oui. Vous savez, après le Conseil constitutionnel, l'institution prévue par la Constitution 96 qui tardait à se mettre en place est la région. Heureusement, fort heureusement, le président de la République et surtout le gouvernement de la République a fait déposer un projet de loi dans le sens de la mise en place de cette institution. Serge Alain, je le dirai jamais assez, une institution quand elle se met en place, elle commence bien quelque part. C'est au fur et à mesure, quand elle commence à se déployer, que l'on constate soit des insuffisances, soit des améliorations à apporter, et dans ce cas, on le fait. Pour l'instant, tout ce qui se dit autour n'est que simple spéculation. Je rappelle qu'on sort d'un scrutin le 7 octobre 2018,
qui a été remporté par quelqu'un qui a fait campagne autour d'un programme politique. Autour de son programme, notamment, figurait la mise en place des régions. Alors, s'il a fait campagne sur un programme et il doit faire ce qu'il a promis aux Camerounais lors de sa campagne électorale, il me paraît juste qu'il mette en place cette institution. Maintenant, le débat sur le nombre des conseillers régionaux, il se fera devant l'organe établi qui est l'Assemblée nationale ou alors le Sénat, où le texte sera en débat. Il y a des sénateurs de l'opposition, il y a des députés de l'opposition, ils feront leurs propositions en termes d'amendement et on appréciera. Mais pour notre part, nous pensons que l'institution, le seul fait de penser qu'elle soit mise en place, pour nous c'est déjà suffisant et c'est rassurant pour l'avenir de notre pays, surtout en ce moment où la crise du Nord-Ouest et Sud-Ouest demande une réponse par un transfert de compétences. J'apprécie donc cette initiative qui, à mon avis, est louable, même si vous pouvez fort à propos évoquer le caractère disproportionné des conseillers régionaux. Il me semble que c'est un débat qui, pour l'instant, est encore, en tout cas, pour l'équilibre même de la nation, je pense que c'est un débat qui sera réglé au sein du Parlement et qui, à mon avis, n'a pas lieu d'être. Il faut un parfait équilibre entre toutes les régions. Il faut que les régions se sentent représentées au même niveau, au même degré, et en termes numériques, par le nombre de conseillers régionaux. Ok. Il nous a rejoint sur ce plateau. Fa Elvis Taillon. Welcome, sir. Thank you very much, Serge. It's my pleasure. Almost late. Like the too late consul. Oh, yes. Like consulate. Yeah, you know, too late heavyweight, you know, when you have so many traditional things to do in the palace. Ah, okay. You have to always put your You have a palace in Douala? Don't worry, I have a movable palace. I like the question. Okay, you're welcome, sir. Thank you very much, Serge Alain, and greetings to, as usual, the people of Gunoko, and Abba Christopher, and the rest of them who are watching us wherever they are all around the world. The main news is that you are a member of CRM party. Very obvious. You understand that when things are on the ground moving, you need to join the moving train. And of course, I said that when you look at political dispensations in the country, you follow those that have visions that resembles the reality on the ground. Yeah. And if you look at the situation, this is like we say, the real party that has what it takes to combat the CPDM regime that keeps us suffering where we are today. Thank you. Ok, voilà, vous avez dans la configuration est donc là. Valérie Mandengue, RDPC, Maître Tegem, RDPC, Maître Ndjeou, RDPC et Fa Elvis Taillon, MRC. Very good. Voilà. Bon, Maître Tegem parlait de... Il suppose qu'il y aura débat à l'Assemblée, mais on sait qu'avec la majorité obèse, ça risque de passer comme lettre à la poste. Vous savez que... Sur cette... c'est-à-dire... 900 conseillers régionaux et le poids démographique des régions pose problème. En tout cas, est-ce qu'il peut véritablement avoir débat? En ce qui nous concerne, nous avons cessé de croire en la capacité, en la possibilité pour le régime de Yaoundé d'écouter. Vous savez, quand eux ils disent... Vous avez un seul député Soblaza, il est tout seul. Oui. Qu'est-ce qu'il peut faire à l'Assemblée, député Soblaza? Je ne voudrais pas qu'on pose le débat de cette manière. Sur le nombre, oui. Parce que vous savez, ce n'est pas parce qu'on est trop nombreux à se tromper qu'on doit se tromper. Et le dialogue, quand on veut vraiment l'utiliser, sert à ça. Il sert, même quand on est en position de pouvoir, d'écouter ce qu'on pourrait appeler des sons de cloche différents. Pour non pas seulement peut-être faire machine arrière, mais peut-être s'améliorer. Parce que quand vous prenez la question que vous avez posée sur le nombre de conseillers régionaux, on nous brandit d'un côté qu'il faut une égalité sur l'ensemble du territoire national. Mais c'est tout à fait artificiel comme postulat. Si je prends l'exemple des conseils municipaux, on est dans le même pays. Mais vous permettez, on est parti, l'article 3 des textes dit que le principe de l'égalité entre les régions est celui qui a été retenu. Alors, les régions se valent. Voilà, il faut bien qu'on s'entende sur ce que veut dire l'égalité. Oui. Parce que égalité ne veut pas nécessairement dire que toutes les régions ont le même nombre de conseillers régionaux. Est-ce que les conseils municipaux ne sont pas égaux? Je veux dire en termes de compétences transférées, en termes d'autonomie administrative et financière. L'égalité, ça s'apprécie à ce niveau-là. Mais lorsque vous amputez à quelqu'un qui est grand de taille, 2 cm,
simplement parce que vous dites qu'il faut qu'il ait la même dotation en termes de conseillers municipaux que quelqu'un d'autre qui a une petite taille. On appelle cela le nivellement par le bas. C'est exactement la même politique qui préside à ce qu'on appelle l'équilibre régional. C'est-à-dire qu'on décide que, bon, pour éviter que les petits arbres, je prends juste une image, ne soient frustrés, alors on coupe les grands arbres pour dire que tout le monde a le même niveau. C'est la même chose qu'on applique au niveau des conseils régionaux. Une logique qui aurait dû prévaloir en ce qui concerne les conseillers municipaux, si on veut être cohérent dans cette architecture globale qui est celle qu'on veut nous présenter comme l'architecture de la décentralisation, le modèle de décentralisation qu'on veut prôner au Cameroun. Les conseils municipaux, on a des conseils municipaux de 21 conseillers municipaux, on en a d'autres de 41 conseillers municipaux, on a d'autres de 61 conseillers municipaux. Vous voyez donc que ça n'a jamais empêché que les conseils municipaux qui ont 21 se sentent inférieurs à ceux, ou inégaux, je préfère dire ça comme ça, inégaux par rapport à les conseils municipaux frères qui ont 41 et 21 conseils municipaux. Ça c'est d'un. Et de deux, aujourd'hui nous sommes dans une situation où M. Biya lui-même, pour revenir sur ce que mon confrère disait tout à l'heure, a fait un certain nombre de promesses, en effet. Et la dernière en date relativement à la question anglophone et à la décentralisation, c'était qu'il a dit qu'il verrait dans quelle mesure donner plus de compétences aux régions anglophones. C'est-à-dire qu'on s'attendait au minimum à ce que, précisément, en faisant passer ce projet de loi, on ait des régions à statut, on va dire, un peu spécial, pour effectivement tenir compte de la promesse qui a été faite. Mais vous savez, ce que sont les promesses de M. Biya, elles sont très souvent des lettres mortes. Et on n'a pas attendu longtemps pour voir la traduction concrète de cette absence de respect de la parole donnée. Lorsque précisément ces projets de loi ont été déposés à l'Assemblée nationale, on a assisté, comme d'habitude, à une discussion de sourds entre des gens qui en réalité ne discutent pas. Georges Teguet, mon confrère, l'a dit tout à l'heure, ils ont, disent-ils, un programme qu'ils vont appliquer coûte que vaille. Mais la vraie question, c'est si seulement on savait ce qu'il y a comme contenu dans ce programme, ce serait beaucoup plus serein pour nous autres qui observons. Ok, Valérie Mandenguer, sur ce débat, toutes les régions ne pèsent pas du même poids démographique, mais pourquoi on n'a pas fait, on n'a pas calqué le modèle au niveau, comme ça se fait au niveau des municipales? Des conseils municipaux. Serge Alain, je voudrais d'abord relever un premier fait dans les propos qu'a tenu Maître Dioro tout à l'heure, où il nous parlait de personnes qui soient trop nombreuses à se tromper. Je pense qu'en termes clairs, c'est de dire que nos populations sont très nombreuses à se tromper, puisque les conseils municipaux actuels et le Parlement actuel émanent du processus qui a été fait en 2013. Et effectivement, la représentativité minimale du RMSC s'en est senti retouchée, puisque vous avez un parti qui a un député et 19 conseillers. Donc, réellement, n'a pas une portée à pouvoir changer les débats qui peuvent se faire en interne. Lorsqu'on finit de dire cela, Serge Alain, il faut relever une deuxième chose. Lors de la précédente visite du sous-secrétaire d'État pour les affaires africaines, M. Tibor Nagui, oui, à la sortie des audiences qu'il avait eues ici et là, il avait rapporté sur une chaîne concurrente que le processus de décentralisation aujourd'hui, dans l'état dans lequel se trouve notre pays plongé entre des crises identitaires, des crises communautaristes, des crises entre guillemets sociopolitiques, la décentralisation apparaissait ou apparaît aujourd'hui comme l'arme redoutable qui permet aux populations, qui puisse permettre aux populations de pouvoir s'exprimer. Il ne faut pas, le débat sur la proportionnalité est un débat politisé par des esprits. Et nous savons ces esprits d'opposition tels que le MRC. Donc là n'est pas le problème. Aujourd'hui, nous avons un président qui a été brillamment réélu. Nous avons un certain nombre d'engagements qu'il a pris. Et encore, vous vous souvenez, lors de son discours d'investiture, il avait rappelé au peuple camerounais que
dorénavant, les populations, il a compris l'aspiration réelle des populations à pouvoir toucher du doigt la réalité, à pouvoir toucher du doigt, comment on appelle ça, à pouvoir toucher du doigt la gestion des affaires locales. Maintenant, je comprends très bien la posture politicienne de Maître. Lorsqu'il nous parle des régions qui devraient avoir des compétences spéciales, on se demande à quoi cela obéit, si ce n'est à ce jeu auquel le MSC se lance depuis, pour distraire l'opinion, pour amener une certaine solidarité. Le Nord-Ouest et le Sud-Ouest sont comme les 8 autres régions, les régions qui composent l'État du Cameroun. Donc, les doléances que les populations, que nos frères Bayangi, que nos frères Bakosi, que nos frères Bakweri, que nos frères Banso ont là-bas, sont les mêmes doléances qu'ici nos frères Douala, nos frères Betty, nos frères Boulou, nos frères du Nord ont aussi. Donc on ne comprend pas, du moins on comprend ce discours politicien, de se rapprocher d'une certaine solidarité macabre autour des événements sécuritaires aujourd'hui qui ont lieu au Nord-Ouest et au Sud-Ouest pour ramener cet attentiment-là. Donc, au fur et à mesure que nous évoluons, nous allons toucher d'autres aspects relatifs à ce projet des régionales. Oui, Faël Vistaillon, il a dit, votre camarade, désormais, Maître Ndiéou, vous serez attendu dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest un peu plus de conseillers régionaux. Et il y a même le sous-secrétaire Tibor Nagui qui parlait d'élire des gouverneurs dans ces deux régions. Well, I think that if I listen to what my brother is saying over there, Mr. Mandenge. Musa Mandenge, thank you very Valerie much. Valerie Mandenge. I realize that they lack the mastery of the realities on the ground. You see, when I tell people that when you look at the CPDM is always at the level of putting things without looking at the realities on the ground. And that's the reason why I have told people in several analyses that if you look at the current law or the dispositions regarding regional elections, you discover that it was done hastily without any calculation. These things are step by step. And I think that we have an audience that is educated. Go are the days where CPDM people will climb on the platform and they tell you stories. This is not theory, we're talking practical. Why do we say? When you look at the present dispositions on the ground, the geographical and the sociological components of each region, they vary. The needs of each region vary. I was in Yaoundé when this law came out from the presidency and I was moving to the National Assembly. And I told the parliamentarians that I know this law will just go through because first, the CPDM have a system of cooking up things before they come and then endorsing without looking at it. Where does the problem lies? I spoke with the parliamentarian in Yaoundé of recent and I asked him, but do you see this law very okay? He said, well, he thinks it's okay. I said, no. When we look at it critically, South region, they have 4 divisions, for example. And then Central region, they have 10 divisions. Now, if you take 70, this is simple mathematics. I don't know how CPDM sometimes they calculate, but this is practicality on the ground. If you take 4 divisions, and you're talking about 70 regional councillors plus 20, who are those chosen from second class and first class chiefdoms? You discover you have 90. Divide the proportion to 4 divisions. Then come back to the same issue like Central region that has 10 divisions. If you divide, you realize that the proportion does not vary because one division like in the south will be giving you an average of about 12 to 13 regional councillors per division. Now, if you look at it, based on the area where they come from, compared to the Central region, you realize that the match doesn't move. Now, we start asking, regional elections is bringing the election closer to the people, as the CPDM pretends to say it's a step on decentralization. The next question is, when you talk about distributing the regional councillors to all the regions, why didn't you do that for the parliamentarians? Why didn't you do that at the level of the councils? Now, for parliamentary seats, when the parliamentary seat, for example, Bamenda, Mezam, and Bali, it's a special constituency. Why? They say it's extra large. Because extra large, special constituency means that you are given some special status because of the largeur. And because when an area is large, the population is also there, you know your needs are different. Now, in the case of the regional election, those who put in place these laws, and we see it being defended by those who don't even master the election on the ground, tell you it's okay. Now, of recent, on the issue of decentralization, when they finished the meeting with the minister in Yaoundé, when we had monies distributed to all the councillors, you get a point. There were councillors that cried foul. That how can I be, for example, I am Douala 4, and you give me the same amount that you give to a mayor in one. Of course, they themselves cried foul. Why? Because
the needs of a council in Noa are not the same as the needs of Douala 4. Yet the money was distributed. You see how, or in Yaoundé. Or in Yaoundé, for example. So you see how a government does not have focus. They want to please the international community that we are carrying out digitalization. But the economists in the world will tell you that you cannot take 10 regions that are not equal proportionally in terms of population, in terms of needs, in terms of density, and you say you are sharing regional councils the same. Because when you give the same, it means you must also send their money the same. But the money you will send the same will mean that while the money will be small, as per the issue of the council that we're giving the money, while for some it will be too much for them because the money will be above their needs, while for others it will not mean anything. So these are simple things that we see that we should be realistic in this country, because people have deceived Cameroonians by saying that laws that come from the presidency are the best laws. But if we have a real parliament, a real parliament and a real senate that is not marked by the majority syndrome that the CPDM have hijacked it, then people will be able to reason and say, no, but these laws are good. But we think that we should redistribute. Let's go back into geographical setting of the people and find out how we can redistribute to make up the 900. In that case, while some might have 100 regional councillors even, others might have 70 based on their needs and their population density. It's very important for that analysis. Oui. Juste pour ajouter, le MRC, oui, juste pour ajouter, pour que on pouvait encore admettre que 90 ou bien un chiffre quelconque soit le minimum, oui, pas le plafond. Oui, en tout cas, pas le chiffre pour tout le monde. Ça, c'est d'un. De deux, ce n'est pas nous qui disions il y a quelques mois que les régions du sud-ouest et du nord-ouest pouvaient avoir des compétences particulières. Parce qu'on a entendu tout à l'heure M. Mandeng indiquer que nous faisons de la diversion et une solidarité macabre. J'accepte, parce que vous savez, il n'y a pas que du mauvais dans les qualificatifs que nous recevons parfois du RDPC. Mais c'est quand même M. Biya qui l'a dit lors de son discours devant l'Assemblée nationale qu'on a appelé discours d'investiture. C'est lui qui l'a dit. Votre patron, votre président de votre parti. Président national. Votre chef de l'État. Le patron de votre RDPC là. Président national et chef de l'État. Vous me prêtez les mots déjà? Ça, c'est la bienséance républicaine. Qui vous l'impose? Vous me prêtez les mots déjà? Allez-y. Ce n'est pas vous qui me donnez la parole. D'un, et de deux, je ne vous ai pas interrompu. Donc j'étais en train de dire que votre patron de parti a lui-même indiqué qu'il était de bon ton, qu'on envisage. C'est vrai que le discours, la façon de le dire, c'était suffisamment nuageuse pour qu'on ne puisse pas parler de véritables promesses, mais il a quand même indiqué qu'il fallait envisager dans quelle mesure donner plus de compétences aux régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et je termine en disant simplement que l'équilibre des régions, à quel niveau doit-on voir cet équilibre des régions? Au niveau de la chambre qui est supposée représenter les régions, c'est-à-dire le Sénat. Partout dans le monde où il y a un système qui se base sur les réalités régionales ou infra-étatiques, il y a un Sénat pour ça. Et c'est au Sénat, précisément, que chaque région est représentée de manière égalitaire. Donc, on avait déjà 10 sénateurs par région. C'était suffisant pour que chaque région, justement parce que le Sénat représente les intérêts des régions au niveau du Parlement, qu'on parle d'égalité à ce niveau-là. Donc, c'était simplement ces deux précisions que je voulais faire. Serge-Alain, je voulais commencer parce que il se plaint et après il vient de tomber où je l'attendais. C'est qu'effectivement, s'il y a 10 sénateurs par région, il faut qu'ils soient élus dans les mêmes circonstances dans toutes les régions. C'est-à-dire qu'il faut un même nombre de conseillers régionaux dans toutes les régions pour respecter le principe de l'équilibre et de l'égalité entre les régions. Je voudrais faire observer à mon confrère que peut-être que vous avez mal écouté le chef de l'État. Le chef de l'État n'a jamais dit, en tout cas peut-être que vous l'avez entendu, qu'il devait faire des régions du nord-ouest et du sud-ouest, des régions à régime spécial ou à compétences particulières. Peut-être que vous avez entendu avec votre oreille, enfin c'est un peu comme ça, moi je ne veux pas parler de votre parti, vous avez entendu avec votre oreille, mais le chef de l'État a dit, le Cameroun est un État unitaire décentralisé. Et pour lui, il restait pour parachever l'édification ou alors la construction de notre édifice institutionnel à mettre en place des régions. Ici était engagé et là, dans son discours d'investiture, il l'a rappelé. En ce qui concerne les compétences des régions, on n'en est pas encore là. Nous sommes encore, enfin, sauf si j'ai mal saisi la question, Serge Alain a posé un problème du nombre de sénateurs. Nous disons, de conseillers régionaux, nous disons que si chaque région a 10 conseillers régionaux et 7 élus, il est normal que le conseil électoral ou alors le collège électoral
de chaque région que les collèges électoraux se valent, et il serait anormal que parce que la région du centre a 10 départements, qu'ils aient par exemple 90 conseillers régionaux et les autres moins, pour à la fin voter les 7 sénateurs dans les mêmes circonstances que les autres. C'est ce que je voulais observer, mais il a pris les devants, il a dit ce que j'entendais lui dire. Chaque région, les régions se valent. Le Cameroun est un État unitaire, décentralisé. Il y a un principe d'équilibre entre les régions. Il ne doit pas avoir de disproportion dans la désignation des membres qui composeront les conseils régionaux. Les conseils régionaux. C'est ce que je voulais faire observer. Valérie, vous voulez ajouter quelque chose avant que je ne passe la parole? Non, la seule chose que je voulais faire ajouter à ce qu'on est en train de débattre, c'est que le monsieur de l'opposition, M. Diogo, il masque en réalité un problème de fond. Lorsque nous parlons des sénateurs et du Sénat, Serge Alain, comment sont élus les sénateurs? Les sénateurs sont élus, du moins jusqu'au format actuel, sont élus par les conseillers municipaux. Comment ces conseillers municipaux arrivent dans des mairies? Ils arrivent par des élections. Donc aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous prévaloir de votre propre turpitude. Vous ne pouvez pas rester à pleurer, à dire les sénateurs ils seront 10, ils seront. Est-ce qu'il y a une équitabilité? Non. Le travail politique, c'est un travail de fond. Aujourd'hui, nous étions les premiers à dire, ça fait près de 20 ans, que la loi était passée, c'est la fameuse loi de 96, qui établissait les régions. Nous en sommes là aujourd'hui. Vous ne pouvez pas, un politicien, c'est pas le jour au jour. Un politicien, c'est des projections dans 10, dans 15 ans. Donc le MRC, dans, je vais pas dire la spéculation qui est la sienne, mais dans son approche politique, depuis 2013, devait savoir qu'à tout moment, on devait parler des régions. Donc aujourd'hui, le problème de fond qui est là, qu'ils sont en train de vouloir élever, en réalité, c'est la majorité, entre guillemets, obèse, que les RDPC a au niveau du Sénat et au niveau de l'Assemblée nationale, qui risquerait de lui conférer un certain nombre, c'est-à-dire sur le plan du gâteau, qui risquerait d'avoir un certain nombre de préacquis sur cela. La deuxième chose, c'est que je voudrais observer que, vous pouvez me rappeler votre nom s'il vous plaît? Elvis. Mr. Elvis. Dans l'envolée littéraire qu'il a eu, ce qui a été réel, c'est que vers la fin, il nous a fait remarquer que la loi est bonne. Dans l'esprit, la loi est bonne. Mais maintenant, au niveau de la structuration réelle, au niveau des collectivités décentralisées, il y a l'implémentation, il y a maintenant des amendements, il y aura des réformes qui devront être faites pour que ces régions-là reflètent au maximum le vœu des Camerounais. C'est ce que je voulais... Je voudrais rajouter, en une phrase, Serge Alain. Il s'est plaint tout à l'heure du fait majoritaire. Mais Monsieur Falvis, c'est le principe de la démocratie. Quand le président de la République est élu, il demande une majorité pour pouvoir gouverner. Et lorsqu'il a le fait majoritaire, lorsqu'il a la majorité à l'Assemblée, au Sénat, il fait jouer le fait majoritaire pour faire passer les textes en vertu d'un programme. Il n'a pas été élu sans programme, il avait fait un programme, il est élu sur la base de ce programme, il dit donnez-moi une majorité, il gouverne avec cette majorité. Je rappelle que la majorité sénatoriale, comme la majorité parlementaire, a été élue, le MRC était sur le terrain. Ils ont combien de députés? Pourquoi voulez-vous qu'on discute tous les jours sur des choses que tout le monde devrait savoir, c'est-à-dire la démocratie? La démocratie, c'est ça le principe de la démocratie. Le fait majoritaire, quand on a la majorité, on gouverne, puisqu'à la fin, c'est lui qui doit restituer son bilan pour solliciter à nouveau le suffrage des Camerounais. C'est de cela qu'il est question. Oui, Elvis, justement, il y a un problème. Oui. Bon, on va passer un peu à autre chose. Je voulais peut-être faire une précision avant qu'on ne passe à autre chose, avec votre permission. Oui, allez-y. La première chose, c'est que entre mes deux amis du RDPC, il faut d'abord qu'ils s'entendent sur l'argumentaire. C'est un problème. Parce que mon confrère a indiqué que les régions doivent être égales. Parce que précisément, au niveau du Sénat, la façon dont les sénateurs sont élus, cela doit être égal dans chaque région. Je lui pose donc la question de savoir comment vous faites pour vous assurer que cela se fait actuellement, alors que la répartition des conseillers municipaux dans les régions est inégalitaire. Vous avez pensé à ça? Ça veut dire qu'on veut rattraper une inégalité qui est constatée au niveau des conseillers municipaux
en faisant croire aux gens que, en fait, le nombre standard de conseillers régionaux là, c'est pour que les 10 sénateurs, non, les 7 sénateurs élus de chaque région soient élus par le même nombre de personnes. C'est une fuite en avant, chers confrères, je suis désolé de le dire. Vous avez des régions qui ont plus de conseillers municipaux que d'autres. Donc vous aurez le même nombre de conseillers régionaux. Ce sera une donnée. Vous aurez une autre variable qui est le nombre de conseillers municipaux. Et cela, ça varie d'une région à une autre. Sauf que, peu importe la variation qu'on peut observer d'une région à une autre, les conseillers régionaux et les conseillers municipaux éliront le même nombre de sénateurs. Donc, et quel est le déphasage argumentaire? N'arrivez pas dans un débat comme ça. Quel est le déphasage argumentaire? La première des choses que je dois vous dire, monsieur Mandingue, c'est qu'il faut peut-être que vous appreniez à écouter, surtout à comprendre, parce que je n'avais pas fini. J'étais en train de rappeler ce que mon confrère a indiqué. Je rappelle maintenant ce que vous avez indiqué. Vous avez semblé déplacer le débat sur le procès d'intention du MRC en indiquant qu'en fait, c'est parce que nous n'avons pas travaillé sur le terrain que nous redoutons les élections à venir et que nous redoutons la répartition des sièges à venir dans les élections régionales en vue des sénatoriales. Je dois indiquer simplement que je n'ai pas envie de penser qu'on est sorti du sujet, je ne le dirai pas, mais je crois que ce n'était pas ça le débat. Mais pour faire simple, je dois également souligner que quand on est jeune et que nous entrons en politique avec cette jeunesse-là, c'est assez effrayant de reprendre les schèmes des anciens. Quand on considère la répartition des conseillers régionaux comme du gâteau. Je crois que je l'ai entendu sur ce plateau et ça ne venait pas du MRC. Ça venait du RDPC. Je suppose donc qu'en réalité, le vrai débat qui a eu lieu dans les couloirs du RDPC, c'était de savoir si ce gâteau qu'on appelle désormais conseillers régionaux, doit être équitablement réparti entre régions ou pas. Et donc si on raisonne comme ça, vous comprenez donc pourquoi le Cameroun ne peut pas avancer, parce qu'on laisse les questions purement objectives de considération géographique, de disparité de besoins, du poids démographique, pour se concentrer sur une affaire qui ressemble à un partage du gâteau. Et c'est bien ce dont il s'agit. C'est pour ça qu'il s'accroche précisément sur des questions de légalité pour dire non, les conseillers municipaux sont élus conformément à la loi. C'est pour recruter 900 nouveaux clients politiques. Voilà, on en vient donc Chers confrères, ne vous arrêtez pas sur des vocabulaires. Il a employé un mot, c'était un mot de la langue française. C'était pas pour indiquer qu'il s'agissait d'un gâteau au sens strict du mot. Nous nous arrêtons pas sur des concepts comme cela, chers confrères. Vous indiquiez tantôt, et j'ai trouvé ça quand même suffisamment grave. Vous dites que on a déplacé le débat et que sur le terrain électoral, mes chers confrères, je ne suis pas membre du MRC. Je n'ai pas à m'adresser à ce parti politique dont les idées et les projets sont aux antipodes des miennes dans les domaines que je connais. Donc, vous êtes libre de vous déployer, mais en attendant, si vous n'avez pas la majorité, vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-même, puisqu'au moment où on faisait les élections, vous étiez sur le terrain. Maintenant, le RDPC a sa majorité, gouverne et prend les décisions. Vous évoquiez tantôt la disparité ou alors le collège électoral des conseillers, des sénateurs. Je ne veux pas faire rentrer les conseillers municipaux de collège électoral des sénateurs. Il faut qu'on se mette d'accord. À partir du moment où les régions se mettent en place, vous savez que le collège électoral change. C'est ce que je voulais faire observer. Il change dans quelle mesure? Ok. Venons à ce problème véritable. Les régionales vont passer avant les municipales. Vous permettez, Madiou, ça va passer tel que ça se dessine là, régional, ce sera avant les municipales et les législatives. Et il va se poser un problème de légitimité. Si ces personnes ne sont pas réélues, et on regarde la nouvelle carte de octobre 2018. Voilà un autre problème qui revient très souvent. We are like acting drama in this country, you know. And that's why I said that when it comes to theoretical aspect,
the CPDM are very good at putting theory on the ground. You know, a gangster party that is specialized in stealing elections and doing wrong things will always be good at that. Now, Valerie just spoke of recent. That's why I said we need to be bilingual, because if you understand me in English, you will obviously put me in the right way as you respond. And now he talked about I was appreciating the law. You know, I don't think MRC can ever appreciate the law, because what the problems we go through today is because of the bad laws. If you see, they were talking about the caution when we're going in for presidential election, for example. What was the principal issue? There was a text that did not stipulate the amount of caution, which means the state could give you 1 million for a political party. The state could give you this. Of course, Professor Maurice Kamto did not take a dime. Now, why? When the issue came up, and you know, they always make their laws crooked so that they can interpret it in a crooked manner. They said no, the state did not specify how much they should give as assistance to political parties, and that is why 30 million I was given was very okay. So it comes back to the issue here that once wrong laws are put in place, the effect of those laws become wrong, and then people come now to defend wrong laws and present as if the wrong laws are the good things. They say c'est la loi. That is where we get the point. And now if you look at it critically, research, as we have said, we have very intelligent authors who are watching us now. Sure. Now, if you look at what Mentor Tegem was talking, if you look at it critically based on the dispositions of the issue of majority, for example, that's why I said that CPDM has taken this country hostage in the name of majority. I want to tell you something. And fake laws. And fake laws. If you go to the United States, for example, let's take South Africa, in Africa. When Julius Malema, ANC party, you get the point. Now, when you are in parliament on a political party, when you remain on the philosophy of political lineage, you risk to destroy the country. CPDM has been in a way that once you become a parliamentarian or a senator, you work for CPDM and not for the country. But on the contrary, once you are elected a mayor, you are a mayor for everybody. Once you are elected a senator or a parliamentarian, you are a parliamentarian for everybody in the area where your jurisdiction counts. This is the error. And so if we're in a democratic country, these are youths. I'm surprised that youths are the ones who are taking us aback in this country to suffer. What am I saying so? In a country where people reason logically and democratically, you cannot be boasting of majority that has taken this country hostage. Because if you see, for example, if people like Ateba Yene, for example, were alive, those would have been true members of the CPDM, because they will not take shit from what they see, what is wrong. If the CPDM that brings a law in the parliament, if it is not a gangster system put in place, you are supposed to get a CPDM militant who stands up and says no. But I think that this law should be reviewed like this. It is not because a law comes from the national chairman of the party that all the CPDM militants in the Senate or in the National Assembly should follow la discipline du parti. Good. That's why I was saying that when it comes to issues of the country, the party does not control the country, but those who are in the system. If you are elected as a CPDM militant in any office, know that those who control, there's no law that states that if you are a CPDM parliamentarian, you attend only to CPDM issues in your constituency. You get the point. It means that people who love this country, as CPDM has proven never to love the country, will be able to stand up in the parliament. The law of regional elections, we are not refusing it, but they needed to review. Just like the electoral code is not bad in all the aspects, but there are errors in the electoral code that needs to be adjusted. Right. But now, why will a CPDM militant, youths of this nature, energetic as they are, who don't think that because something comes from the national chairman, it could be adjusted for the good of the country? That's where I see that when I hear Mentor Tegem tells us majority in quotes is what has killed us, because some people think that because they're a majority, good things was come away from them. The suffering we are suffering today, for how many years? CPDM, as you see them, they will tell you majority. But then search, in simple logic, it is not majority that is always right all the time. You bear with me. Okay. Majority is never right all the time. Sometimes minority could have a say that makes sense. Okay. And so if there's majority among, they could reason with that minority and say, okay, it's not party discipline, let's adopt this for the goodness of the entire country. Valérie Mandégué, sur ce calendrier qui fait problème, forcément. C'est-à-dire que les régionales avant les municipales, qui sont véritablement l'élection populaire, hein, pour savoir qui est qui. Avec ce qu'on a vu en 2018. Parce qu'avec ça, nous avons discuté avec des membres de 11 millions, et ils sont carrément mis sur la touche. Ils ne peuvent rien. Si on prend
les enseignements que nous avons eu de l'élection 2018, Oui. nous avons des partis sur le plan national, sur l'échiquier national qui ont régressé, Oui. comme le SDF, et nous avons des partis qui ont fait de bons scores, comme Univers, qui est devenu Jules les Citoyens, si je ne me trompe pas, et le MRC. Maintenant, en ce qui concerne l'approche de ces régionales avant les municipales, je dois indiquer ici, vous avez vu tout à l'heure, la plupart des interventions tiraient pratiquement à boulet rouge. Mais monsieur Serge Otou, sauf à prendre des millions de téléspectateurs qui nous écoutent en ce moment pour des badauds, l'élément fondamental de la démocratie, l'élément fondamental de l'exercice de la démocratie, c'est le vote. C'est le vote qui confère la légitimité. Nous pouvons venir sur les réseaux sociaux ou sur des plateaux, comme tout à l'heure monsieur Elvis l'indiquait, pour dire oui, vous avez la majorité, mais la majorité ne vous donne pas droit à tout, etc. Nous ne sommes pas dans la philosophie. La politique intègre en elle-même des facteurs de science, des facteurs. Aujourd'hui, le président de la République, celui qui prédestine aux destinées de ce pays pour les 7 prochaines années, a pris un engagement. La deuxième chose que je voulais faire relever, c'est que le président a un tableau de bord. Le président ne demandait pas au RDPC de faire des cadeaux. Allez auprès des populations. Maître Djou, on s'est rencontrés sur plusieurs plateaux. Éduquez vos militants. Rendez-les républicains. Et vous allez avoir le résultat qui sera escompté dans les urnes. Par rapport à la configuration actuelle ou par rapport à la configuration que vous pensez être la sienne. Pour revenir à la question de base que vous avez posée, pour moi, à l'instant, selon les statistiques que nous avons et qui sont réelles, qui sont vérifiables par tout le monde, le SDF reste la deuxième force politique de ce pays. Et partant de cela, le président utilise un facteur qui est le sien politique, qui est le facteur d'opportunisme. Nous ne sommes pas là pour faire des cadeaux. Nous n'allons pas aller faire le travail politique du MRC, le travail politique des activistes du MRC. C'est un jeune parti. Tout le monde a été agréablement surpris du score qu'ils ont pu faire ci et là. Mais s'ils veulent revenir, si on doit parler comme on parle aujourd'hui de régional, il serait de bon ton qu'ils repartent sur le travail fondamental, qui est le travail politique, qu'ils arrêtent de faire la spéculation. Parce que tout ce qui est fait depuis là, c'est du populisme. Vous ne pouvez pas aujourd'hui vous prévaloir de ce que vous n'êtes pas. Et c'est cela. Le RDPC aujourd'hui, c'est le RDPC qui accompagne, qui porte la gestion des structures principales, des structures de gestion de ce pays principal, les mairies, le Sénat, l'Assemblée nationale et le palais d'Etoudi. À partir de cela, nous ne pouvons pas, ou c'est vrai que c'est la magie des plateaux, mais arriver à pouvoir discuter d'une quelconque légitimité avec un parti à portée minimale. Ok. Monsieur Fa. Retour sur le plateau et qu'il en soit, toujours en compagnie de Valérie Mandengue, Maître Georges Tegem, Fa Elvis Taillon et Maître Roland Diou. Dites-moi, Maître Roland Diou, le troisième vice-président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Maître Emmanuel Sim, était face à la presse hier à Yaoundé. Il a fait un certain nombre d'annonces. Entre autres, les marches blanches vont reprendre et ça va coïncider avec une date, le 6 avril. Pure coïncidence ou bien il y a autre chose derrière? Bon, vous savez que d'habitude, on aime voir les choses qui sont derrière et on ne voit pas celles qui sont devant. C'est pourquoi je pose la question. En ce qui me concerne, je voudrais me concentrer... Tous les journaux qui ont parlé de ça sont revenus sur cette coïncidence. Alors, si on veut bien parler de la coïncidence, il faut également qu'on indique aux Camerounais que c'est en forçant souvent qu'on a des bribes de l'histoire du Cameroun. Alors, pour ceux qui veulent voir ce qu'il y a derrière, ce qu'ils appellent coïncidence, il faut qu'ils commencent par expliquer aux Camerounais ce qui s'était passé le 6 avril pour qu'il y ait une telle, un tel intérêt, je préfère dire ça comme ça, sur la date du 6 avril. C'est vrai que de ce que nous avons appris, le 6 avril, il y a eu au Cameroun des événements plutôt tristes et je dirais graves,
pour l'avenir de notre nation qui ont marqué durablement la vie nationale. On a parlé du fameux coup d'État du 6 avril. Donc, pour nous, c'est une date, avant tout, comme une autre, qui devrait plutôt être retenue comme une date que nous avons annoncée, nous MRC, comme étant la date à laquelle nous entendons à nouveau, une fois de plus, exercer un droit qui est un droit constitutionnel que d'autres formations politiques ont exercé. D'ailleurs, récemment, notamment le 24 mars, on a bien vu comment le RDPC a bloqué la circulation du côté de Biémassi au rond-point express pour faire passer ces cortèges de ce côté-là. On a vu ça dans d'autres endroits du Cameroun. Ils exerçaient leur droit à la manifestation, ce qui est parfaitement légal, pour reprendre la dialectique habituelle de mon confrère. Ce qui est pas seulement légal pour le RDPC, qui est également légal pour d'autres formations politiques, y compris le MRC. Mais nous entendons surtout faire retenir que nous voulons indiquer par cette manifestation que dans un État, il faut toujours mettre en adéquation la légalité, la légitimité. Je ferai même simple, la légalité et la justice et l'équité. Parce que nous dénonçons à travers ces marches-là essentiellement ce que j'ai indiqué à la fin de la première partie de cette émission, c'est-à-dire le hold-up électoral permanent. Je sais que certains n'aiment pas... Ce sera l'objet encore, parce que... Je m'explique. Oui, bon, vous permettez qu'on reçoive d'abord, qu'on prenne les avis des autres. Sur cette date, 6 avril 2019, comment vous, quand vous entendez que le MRC va manifester le 6 avril, comment vous réagissez? Monsieur Serge, tout comme vous, j'ai appris par le canal, le biais des réseaux sociaux, que le MRC entendait engager une énième marche le 6 avril. Je voudrais indiquer ici que depuis pratiquement 5 mois, le MRC s'est lancé dans une politique de manifestation à caractère ou à objectif d'insurrection. Nous sommes ici dans le prolongement de la pensée du MRC, la pensée politique, la pensée anarchique du MRC. Le 8 octobre, il était à peu près 14 h, le président national du MRC indiquait qu'il était gagnant d'une présidentielle sans aucun document, sans aucune preuve électorale, ce qui, en cela, par cette déclaration même, établissait l'évidence d'un coup d'État électoral. Maître Diop l'a très bien rappelé que le 6 avril, il y a eu des événements qui ont eu lieu et qui s'apparentaient, qui ont été qualifiés ici de coup d'État. Donc, lorsque vous analysez tous ces faits, Serge Otou, vous comprenez que le MRC est dans sa logique, c'est-à-dire cette logique qui doit, sur le plan institutionnel, causer un blocage, parce que jusqu'ici, vous avez Maître Diop, un juriste, un technicien du droit, qui vient de dire à des millions de Camerounais qu'ils vont manifester pour un hold-up électoral. Or, nous le savons très bien, c'est le juge constitutionnel qui a la compétence et la qualité, de pouvoir, qui a la capacité de protéger et de nous dire à la fin de ce processus qui est placé où. Je pense que le Conseil constitutionnel a déjà rendu une décision. La plupart ou la majorité de l'opposition républicaine, qu'il ne faut pas apparenter avec l'opposition anarchique, l'opposition anticonstitutionnelle que représente le MRC, a pris acte, et la plupart de ces formations, tout comme le RDPC, en ce moment est en train de battre le pavé pour les prochaines échéances. Pour chuter sur la question, M. Serge Otou, je voudrais simplement
indiquer que nous sommes ici face à une énième provocation. Mais une chose est sûre... C'est une provocation pour vous? C'est une provocation à l'autorité publique. Mais une chose est sûre pour nous, nous qui sommes des observateurs politiques avertis, lorsqu'on prend le bilan des 2 précédents marches, nous savons que la 3e marche n'aura que cet effet d'annonce et n'ira pas plus loin que cela. Maintenant, d'abord, vous avez quelque chose à ajouter avant que je ne passe la parole de l'autre côté? Je voulais faire observer que je ne suis pas membre du MRC et à ce titre, je n'ai pas mêlé dans les activités de ce parti politique dont je rappelle les idées et les projets sans antipodes des miens. Cependant, je voudrais faire observer que il faudra quand même faire attention parce que je ne sais pas si vous avez lu ce personnage du livre Germinal qu'on appelait Souvarine, c'est-à-dire l'anarchiste tout détruit. Bon, je le dis parce que j'ai écouté le digne représentant du MRC, mon confrère tout à l'heure. Il a parlé de justice, mais tout de suite il s'est contredit en parlant de hold-up électoral. Chers confrères, vous et moi, nous écumons les palais de justice tous les jours. Vous savez que lorsqu'une décision est rendue, vous savez ce que nous faisons. Nous le faisons tous les jours. Vous ne pouvez pas en même temps revendiquer la justice. Le Conseil constitutionnel rend un arrêt et vous parlez de hold-up. Vous le savez. Vous et moi, tous les jours, nous écumons les couloirs de palais de justice. Les décisions sont rendues et nous ne pouvons pas en même temps avoir pour thématique d'une marche le hold-up électoral. Il me semble que vous allez encore à l'affrontement avec les autorités. Je ne suis pas autorité, je suis mal placé, mais il me semble que votre thématique, je ne suis pas membre du RDPC, je ne fais pas la leçon à MRC, mais je veux quand même faire observer que au RDPC, il y a une école de formation des cadres. J'ai noté également qu'à l'UNDP, il y a la formation des cadres. Et avant, à l'UPC, il y avait un militantisme de formation. Il me semble qu'au MRC, il faudrait peut-être, je suis mal placé pour faire la leçon, s'inspirer de ces exemples pour former les cadres au respect des valeurs qui doivent fonder la stratégie d'un parti politique. Maintenant, je ne suis pas membre du MRC, je n'ai pas de leçon à vous faire, mais en tant qu'observateur politique, je pense que vous ferez mieux de faire attention à votre thématique parce que vous allez encore aller au-devant d'un potentiel refus de l'autorité. J'ajoute que la loi vous autorise, et vous le savez très bien, à engager des voies de recours contre la décision de l'autorité qui est qualifiée juridiquement de voie de fait, d'autant que, vous le savez comme moi, que la compétence en cas de refus relève du juge judiciaire. Le délai de 8 jours, moi je note qu'on est déjà le 31, je ne sais pas si vous avez déclaré, moi je ne sais pas, bon enfin c'est un peu difficile de discuter maintenant parce qu'on ne va pas lire la boule de cristal. Moi je pense que quelque part dans votre stratégie, il y a peut-être lieu de revoir. Je suis mal passé encore une fois pour vous faire la leçon, mais pour la formation, pour l'information des téléspectateurs, je pense que le délai de 8 jours, on est déjà le 31, 8 jours la déclaration, enfin, je pense qu'il y a matière à revoir. Mendiou, d'abord avant, le directoire de votre formation politique appelle les militants à déposer des déclarations de manifestation auprès des sous-préfets. Pourquoi on insiste là-dessus? Parce qu'avant, ça ne se faisait pas? Alors, avant de répondre directement à votre question, oui, j'aimerais faire une précision. J'ai parlé de hold-up électoral permanent. Je voudrais que nos téléspectateurs soulignent le mot permanent. Parce que ça nous permet de toucher à la question des élections régionales qui arrivent. Le contexte, et c'est précisément de cela qu'a parlé le vice-président Maître Sim, on s'achemine vers des élections régionales qui vont se faire avec un corps électoral illégitime. C'est-à-dire qu'en fait, un collège électoral illégitime. C'est-à-dire qu'en fait, le RDPC s'est organisé pour que ces élections régionales n'en soient pas, tout simplement. C'est acquis. Donc, à la fin de ces élections, ils auront les conseillers régionaux, ils auront les conseils régionaux dans toutes les 10 régions du Cameroun et ils diront exactement comme on l'a entendu sur ce plateau, c'est le fait majoritaire, c'est les populations qui nous ont élus, etc., etc., etc. C'est la loi et on doit respecter cela. Oui, c'était aussi la loi, l'apartheid. C'était aussi la loi, la ségrégation raciale aux États-Unis. C'était aussi la loi, la colonisation et l'esclavage. Et ces peuples qui ont subi tout cela ne se sont pas laissés entendre dire, comme je l'entends ici, que c'est la loi, c'est la loi, c'est la loi. En ce qui concerne les déclarations, c'est un acte
formel par lequel on informe l'autorité administrative qu'il y aura des manifestations, qu'on entend organiser une manifestation. Est-ce que cela n'a pas eu lieu par le passé? Vous posez une question qui est un truisme. Il ne s'agit pas que du MRC en passant. Il s'agit de la plupart des partis de l'opposition qui ont généralement essuyé des refus systématiques lorsqu'ils avaient déclaré des manifestations. On a donc dans cette configuration-là observé à une inversion de la hiérarchie des normes juridiques où on a fait passer la volonté de l'administration au-dessus de la Constitution, et cette volonté de l'administration s'est avérée toujours servir les intérêts du parti de M. Mandengue, c'est-à-dire favoriser les manifestations lorsqu'elles sont organisées par son parti et alliés, et les interdit systématiquement lorsqu'il s'agit des partis politiques de l'opposition. C'est assez regrettable d'observer que pour ceux qui caporalisent la fonction publique, la chose publique, de dire que manifester est un acte insurrectionnel. J'ai failli sursauter parce que si manifester c'est de l'insurrection, est-ce que c'est quand le MRC manifeste qu'on peut parler de risque d'insurrection ou de plan insurrectionnel? Ou est-ce que vraiment le fait de manifester en soi peut être considéré comme un acte d'insurrection? Si M. Mandengue me répond sur cette question, alors je lui indiquerai que dans ce cas, il faut qu'on s'abstienne tous de manifester au risque d'être taxé d'insurrectionnel. Et je termine en indiquant que je ne peux pas laisser dire que nous sommes des anarchistes et que le fait pour nous de vouloir marcher est une provocation. Surtout quand on dit que cette provocation-là est adressée à l'autorité publique. Non, l'autorité publique est supposée être là pour nous aussi. Donc c'est une provocation, c'est vrai, mais pour le RDPC. Or, il ne s'agit pas ici du sous-préfet du RDPC. En tout cas, il ne devrait pas s'agir ici du sous-préfet du RDPC, même si malheureusement, ce qu'on voit dans le déploiement de ces autorités-là, c'est un parti pris flagrant. Ok, prenez des notes. Je vais juste une phrase. Non, vous allez permettre à Elvis de placer aussi un mot. Elvis Taillon, ils ont parlé de provocation pour cette énième marche, la troisième du reste. Parce qu'il y a eu le 28 novembre, le 26 janvier, et maintenant il y a le 6 avril qui arrive, qui est en route. Yes, you know c'est la provocation, selon... You know, they have a term they used to use. You know, the CPDM have a term. They always want to intimidate, you know. They first of all have those who mount the government machineries, both legal and illegal manner. So they have the machinery it takes to intimidate. Now, I'll put it the other way around. It's on the other hand, intimidation on the MRC. Because you think that your administrative officials are all lining up behind CPDM. So you think that you must follow that. So when they write, probably to get themselves authorized to march, and obviously you'll be rejected because they receive orders. The problem we have in the country here is that there is no clear-cut difference between CPDM and the regime and the administration. It becomes a problem. I'm very sorry to say that. Because most of the times, I said last time before the other march... Vous êtes convaincu que ce ne sera pas autorisé, les marches? Well, for me, it will du 6 avril. This is one point that's clear there. We are the ones who keep educating the administrative officials that you have to, if a legal political party demands to carry out a move, and of course you are not the one to tell the political party whether it will endanger, because everything on the declaration, he knows, Metro Tegem, it's written there that you take responsibility of anything that happens out of your prime objectives when you are applying for a match or that case. That is why I said earlier, sometimes on this platform, that if you look at what transpired here in Douala before police officers were harassing MRC militants, I said that in a democratic country, if you come and apply that you wish to carry out a march, indicating your reasons, a reasonable government is supposed to deploy troops to guide you. And you have your eye, you say, okay, I'll march from here to Mbopi, to this place, they guide you and you march. 2-3 hours, your march is over and you go home. Now, another problem becomes, it sets in. They call it provocation, but they on their part are always looking for means to provocate. They will want to say that it has been banned. Your march is illegal. So that they will deploy troops, so that they start
harassing, of course, start brutalizing the militants in the name of you are provoking them. Now the question now is, why is it that each time a march is programmed by MRC, the state trembles? When it's programmed by other parties, the state relaxes. It is said, if you know that you won an election, free and fair election, and people are with you, if I come as a non-entity, right down there, I do not measure up the list in your percentages that the government said they registered, then you are not supposed to be afraid. But why do I come? I want to carry out a manifestation, because any political party has a reason, just like MRC, to carry out its agenda of manifestation or protest. They have they have their agenda, which CPDM cannot come in to be calling. Why do you have to, or why are you on this date? Everybody chooses the date. The party knows why they are choosing the date, and so when we carry out moves, it becomes abnormal that because the administrators and the CPDM seemingly in quotes acting as one, it becomes difficult to instead protect us. That's why we say that the police, gendarmes, GOs, SGOs are there for all political parties and not to work against the interests of other parties. Ok, vous voulez ajouter deux choses. Monsieur Fa, l'autorité administrative est garante de l'ordre public. Donc, c'est pas parce que vous avez déclaré qu'il n'a plus la faculté d'apprécier. Maintenant, si sa décision est arbitraire, la loi vous donne la voie de recours. Je parle sous le contrôle de mon confrère. Et puis, chers confrères, vous avez indiqué tantôt que nous avons lancé les élections régionales parce qu'on a une majorité obèse au niveau des conseillers municipaux. Je voudrais faire observer, je vous l'ai déjà indiqué la dernière fois, chers confrères, aucune élection n'est gagnée d'avance. Toute élection résulte d'une bataille. Je vous signale, pour votre information, que dans le nord-ouest, nous avons la majorité des conseillers municipaux, mais on n'a pas eu les 7 sénateurs. Nos conseillers municipaux, certains, convaincus par la démarche du SDF, ont voté le SDF. C'est pourquoi nous n'avons pas eu les 7 sénateurs du nord-ouest. Donc, me dit que lancer une élection régionale avant les municipales nous assure de ce que nous aurons une majorité obèse, je pense que, eu égard à l'exemple que je viens de prendre, vous devez un peu revoir votre position. Maître Diou, oui, cette déclaration. Oui, permettez, Maître Diou. Allez-y donc, rapidement, madame. On va passer la parole à Maître Diou. Oui, Serge Alain, je voulais indiquer ici, sur la suite des propos de Maître Tegem, lorsqu'il parlait d'éducation politique au niveau du RMSI. Moi, je pourrais aller plus loin pour parler d'organisation structurelle. Parce qu'aujourd'hui, le cadre du MRC qui annonce ces marches pose un problème. Ici, sur votre plateau, il a été invité, ça fait pratiquement 3 semaines, celui qui, en principe, est le premier responsable du MRC, qui parle au nom du MRC, M. Mamadou Mota. Et il est arrivé que 2 semaines aujourd'hui, des marches avaient été annoncées ci et là. Vous avez Maître Ndom qui a commis un communiqué en disant qu'il est la seule personne habilitée à pouvoir autoriser une marche du parti. Et aujourd'hui, vous avez Maître Sim, 3e vice-président, qui arrive à son tour. Donc, je voudrais dire ici que nous comprenons la jeunesse du MSC, parce que c'est un mouvement en réalité. C'est un mouvement. Maintenant, pour continuer sur la même lancée, lorsque ces marches, ou bien la répétition de ces marches sont là, il y a aussi un intérêt stratégique en termes de communication et en termes de positionnement. Parce que le SDF, aujourd'hui, il est clair que l'objectif symbolique de cette marche aujourd'hui, en termes de visibilité, est d'étouffer un autre parti de l'opposition. Et je voudrais simplement terminer en rappelant à M. Diou, lorsqu'il nous explique dans sa litanie légendaire que les marches ne veulent pas dire insurrection, eh bien je voudrais lui rappeler les éléments des ambassades de Paris et d'Allemagne. Une phrase, je voudrais terminer pour dire il n'y a aucune honte à apprendre. Il n'y a aucune honte à apprendre ce qui est bien. Lorsque vous constatez que le militantisme est une formation, il y a des partis politiques qui ont des écoles, on peut bien s'en inspirer pour former vos militants. Merci de me donner la parole. Après, je vais peut-être emprunter une litanie du RDPC
sur ce plateau. Vous avez le plus de temps de parole sur ce plateau. Et c'est pour ça que vous m'interrompez alors? Allez-y. Encore une fois, ce n'est pas vous qui me donnez la parole. Allez-y. C'est vous qui avez le plus de temps de parole. C'est vous, ce n'est pas vous qui me donnez la parole. Respectez monsieur Serge Alain Autou. En ce qui me concerne, vous pouvez ne pas me respecter, mais respectez le présentateur. C'est lui qui donne les temps de parole. Il me semble. Première chose à dire, en ce qui concerne les événements de Paris, je suis choqué d'apprendre que mon confrère ne sait pas que la leçon leur a été donnée par notre voisin le Tchad. Oui. Parce qu'ils ont subi eux aussi des casses à l'ambassade, dans leur ambassade, oui, dans le même pays, en France. Sauf que ce qu'on a observé de ce côté-là, c'est deux choses qui diffèrent un peu du Cameroun. La première chose, c'est que les autorités françaises ont cru devoir précisément interpeller les casseurs. D'un, de deux. Les autorités tchadiennes ont cru devoir saisir les juridictions françaises pour que la lumière soit faite sur les auteurs de la dite casse. Je ne lui apprends pas que dans le cas du Cameroun, ils ont vite fait de voir derrière cela le président Kamto. Je crois même qu'il devrait suggérer aux autorités tchadiennes que ce n'est pas nécessaire que ceux-ci aillent fouiller très loin. Il suffit qu'ils disent que c'est sûr que c'est le président Kamto qui est derrière ça, parce que selon eux, c'est comme ça que les choses marchent. De deux, en ce qui concerne la formation politique, je suis assez bien placé pour vous dire qu'il existe au MRC l'Académie de la Renaissance, qui a le statut d'organe annexe chargé précisément de la formation des cadres et des militants. Je salue au passage M. Serge Djou, qui en est le coordonnateur. Maintenant, je termine mes précisions parce qu'il faut absolument que je le fasse. On dit Serge Djou, hein? Oui, Serge Djou. Ils écoutent. Oui, les gens peuvent croire que c'est Serge Djou. Non, Serge Djou. Djou. D-Z-O-U. Voilà. Tout à fait. Tout à fait. La dernière précision que j'aimerais faire s'adresse conjointement à mes deux copanélistes d'en face qui essayent d'embrouiller nos téléspectateurs dans une sorte de juridisme de mauvaise foi quelque peu. Parce que lorsqu'on indique que une fois qu'une décision a été rendue, c'est terminé. Mais il faut que les téléspectateurs sachent que le débat ici n'est pas un débat juridique. Personne ne dit que le Conseil constitutionnel n'a pas rendu la décision qu'elle a rendue. Personne ne dit que nos juridictions ne rendent pas les décisions qu'ils rendent. Mais ça n'a jamais empêché dans aucun pays, et le Cameroun ne fait pas exception, à ce qu'on puisse avoir une opinion. Et l'opinion, précisément, est-ce qu'elle est? Elle peut être même contraire à ce qu'une décision a indiqué. À moins qu'au RDPC, désormais, les opinions puissent être contrôlées. Au point où vous indiquez, vous imposez aux gens ce qu'ils doivent avoir comme opinion. Et précisément, la manifestation publique est l'expression libre d'une opinion. Nous avons le droit d'avoir l'opinion selon laquelle les élections à venir, les régionales, sont un énième hold-up électoral. Nous avons le droit d'avoir cette opinion. Et nous avons le droit d'avoir l'opinion selon laquelle ce hold-up électoral à venir fait suite à un autre hold-up électoral qui a eu lieu pour les sénatoriales. Il fait suite à un autre hold-up électoral qui a eu lieu, je veux dire les sénatoriales en 2018, pour les sénatoriales en 2013. Il fait suite à un autre hold-up électoral plus visible encore parce qu'il a été diffusé en Mondovision sur la chaîne publique lors du débat sur le contentieux post-électoral de la présidentielle dernière. Nous avons le droit d'avoir cette opinion-là, Monsieur Mandengue. Nous avons le droit de l'exprimer, cette opinion-là. Monsieur Autou, si vous êtes né sur un terrain, si vous êtes convaincu que ce terrain appartient à votre père, et qu'un jour vous découvrez qu'il y a un titre foncier sur ce terrain-là qui appartient à un tiers, vous pouvez saisir le juge administratif. Mais il est possible que le juge administratif confirme la propriété de ce tiers-là sur le terrain que vous avez toujours considéré comme votre terrain. On ne peut pas vous dire, monsieur Autou, que vous n'avez pas le droit de penser que vous avez été spolié. On ne peut pas vous dire que vous n'avez pas ce droit-là simplement parce qu'on dit qu'il y a eu une décision. Ce qu'on dit par contre, c'est que vous ne pouvez plus requérir la force publique pour faire exécuter ce qui pour vous est un droit parce que précisément il n'est plus consacré par une décision de justice
ou par la loi. C'est donc cette précision-là que je voulais faire à l'attention de nos téléspectateurs. Vous avez monopolisé la parole. Pour leur dire que, et malgré les coups de saumon, ce qui veulent m'empêcher d'éclairer la lanterne des Camerounais, après une séance d'enfumage en ordre, il faut qu'ils sachent que le débat juridique est une chose, le débat politique est une autre. Okay. S'il te plaît, Serge-Alain, je veux juste parce que ce que mon confrère a dit, il a dit des choses tellement graves, il faut préciser. Possible, ça. La loi tchadienne, c'est la loi pénale tchadienne d'interprétation stricte, qui n'est pas la loi camerounaise. La loi pénale de la République du Cameroun s'applique sur tous les faits commis sur le territoire de la République. L'ambassade du Cameroun à Paris, c'est le territoire de la République. Premier point. Deuxième point. À l'ambassade du Cameroun à Paris, il y a un service de l'attaché militaire. Ça veut dire que si les faits sont commis en tout cet endroit, le tribunal militaire est éminemment compétent. Article 8 du Code de justice militaire. Je termine. De quel pays, s'il vous plaît? Code de justice militaire. De quel pays? Du Cameroun, monsieur. Vous parlez du Tchad, là. J'ai dit au Tchad, je ne connais pas la loi pénale. Et vous avez dit que le Tchad avait fait. Vous prenez le risque d'entrer dans les lois tchadiennes quand même. Vous avez parlé, je finis. Vous avez dit que le Tchad nous parle. Je vous réponds que je ne connais pas la loi pénale tchadienne, je connais la loi pénale camerounaise. Et je vous dis, la loi pénale camerounaise dit aux faits commis sur le territoire. L'ambassade du Cameroun à Paris, c'est le territoire de la République. À l'ambassade du Cameroun à Paris, il y a un service d'attaché militaire et c'est sur le territoire militaire. Donc, infraction code 8, article 8 code de justice militaire. Je termine, s'il te plaît, une dernière phrase. L'article 97 du code pénal est très clair. Est complice d'un fait qualifié de crime ou délit, s'il de quelque manière que ce soit, vous comprenez pourquoi le tribunal militaire actuellement saisi à Yaoundé. C'est ce que je voulais faire observer. Ok, merci cher monsieur. Nous sommes arrivés au terme de l'émission, malheureusement. Voilà. Je qu'on va continuer. Le 6 avril, c'est la semaine prochaine, je crois. C'est samedi prochain. Voilà, on va forcément revenir sur ce sujet. Merci à vous, Elvis. Merci, M. Diou. Merci, M. Tegem. Merci une fois de plus, Valérie. Madame, Monsieur, c'est ici que prend fin ce numéro Equinox Soir. Rendez-vous lundi dès 19h. Les diffusions 23h GMT. Il sera minuit à Doumentan.